Paris, avec ses gens, et à son entrée, tout le monde sortit pour le voir. Comme vous savez bien que le peuple de Paris est sot par nature, par Bécard et par Bémol. Ah, je reconnais Pantagruel dans son maître, Messire Rabelais. Eh oui, donc, vous êtes venu pour acclamer notre roi. Ceci est fort bien à vous. Ça, comment se peut-il que vous ne m'ayez pas encore favorisé de votre visite, cher ami de lait? Je suis arrivé il y a 2 jours, et en toute vérité, j'étais sorti de chez moi pour aller vous trouver. Et qu'avez-vous à faire en ce moment? Rien que d'être heureux de cette rencontre. Alors, sortons de cette cohue. Accompagnez-moi, tandis que je retourne à mon logis. Et chemin faisant, vous m'expliquerez ce qui vaut à la grande ville l'honneur de votre visite. Trop heureux de te satisfaire. Je suis en grand péril, et je cours peut-être risque de la vie. Ah, alors gardons silence dans la rue le temps d'arriver. Les routes sont un peu boueuses et encombrées par ces temps à Paris. Mais nous arrivons à mon logis, mon cher ami. Voilà, nous voici dans mon cabinet de docteur. Voilà, assis-toi, mon ami de lait. Hein? Tout encombré de livres et de papiers. J'y exerce la médecine en cachant l'auteur du Pantagruel sous le pseudonyme d'Alcofribas Nassier. N'ayant en avouant la paternité qu'à mes amis. Ah, et buvons frais, hein? Allez, mon ami, voilà. Voilà. Goûte-moi ce petit Bourgogne de 1530. Peut-être 1525, on ne sait pas. Alors, eh oui, ceci prédispose mieux à long récit. Et j'ai deviné que le tien devait être conséquence. Mets-toi à ton aise. Allez, mets-toi à ton aise, mon ami. De lait de tes temps. Ôte ton épée, car ce n'est point de telles armes que nous allons combattre, mais de gosier et de mandibule. Boire et parler. Parler et boire. En toute la patrie, on ne saurait mieux choisir. Là-dessus, je t'écoute. Oh, et tu peux parler sûr, car sache-le, en grande ville, la moitié des gens espionnent l'autre, en la volonté de se pousser mutuellement à la potence et au bûcher. Bon, de quoi? Allez, de quoi s'agit-il? Parle librement. Alors, j'ai tué Campin, un peintre, le 31 décembre 1536, mais en défense légitime. Et mes calomniateurs en beau jeu, ce sont de vieilles haines qui se veulent assouvir contre moi. Mais je ne crains rien. J'ai des amis tels que vous, dévoués et passionnés pour le bien. Et j'ai toute confiance en le roi, notre sire, que j'ai si bien deviné juste et généreux, et que je n'ai pu m'empêcher de lui souhaiter cependant longue vie, pour le bonheur de son peuple et pour le mien. Et maître, ne vous semble-t-il pas que j'ai raison? Ventre Saint-Jacques, tu as bien parlé, ami de lait, et que cet excellent roi aurait eu bonheur à t'entendre, car tu n'es pas courtisan, et tu as dit avec ton cœur. Et je dis autre chose que pure vérité. François Ier n'est-il pas le protecteur des lettres? Vois. Il les aime tellement qu'il aime les tenir au chaud. Au chaud? Je ne comprends J'ai pas. souvenir d'un certain gentilhomme du diocèse d'Amiens, Louis de Berquin de son nom, qui étant docteur en théologie, fut, il y a bientôt 20 ans, conduit en place de grève et il fut brûlé vif. Oh, c'était un excellent lettré. Il vous fut dit que ce supplice avait lieu malgré le roi. Bien entendu, à l'insu de son plein gré, comme malgré le roi, Jean Leclerc, qui lacéra une bulle relative aux indulgences, fut marqué au front d'un fer chaud. Il y a de longtemps cela, et aujourd'hui le roi... Un autre exemple. Jean l'Ermite, natif de Livry,
a été brûlé vif sur la place du parvis de Notre-Dame, ce qui le distingue fort de Jacques de Pavalet, qui lui fut simplement rôti en place de grève. Mais il y eut un personnage encore plus exigeant, Laurent Canut, qui s'avisa de discuter du purgatoire et fut, après dégradation, accroché à une potence au-dessus d'un bûcher qui le brûla vif, pendu et brûlé. Ah, il y a des gens insatiables. Il est vrai que ceci n'était ni en place de grève, ni au parvis de Notre-Dame, mais tout bêtement sur la place Maubert. Mais le roi. Oh, mais le roi, oui, bien sûr. Oui, toujours, contre la volonté du roi, bien entendu. Cet homme fut accroché à un croc et les pieds touchaient les fagots auxquels on mit le feu. C'est horrible. Ce sont des enfantillages. Il faut bien que le peuple s'amuse. Hein? Tiens, ami de lait, écoute ceci. Il y a 3 ou 4 ans de cela, certains malandrins que Messire Diabolus inspirait évidemment, affichèrent sur les murs de Paris des placards attaquant les mystères de l'Eucharistie. On ne les découvrit pas, mais on s'en tira par une magnifique procession, et à l'appel à laquelle prit Monseigneur le roi. Oh, ce fut superbe. Les maisons étaient tendues de belles tapisseries, et quoique la chose eût lieu en plein jour, chaque chef d'hôtel eut à se tenir devant sa porte, tête nue, une torche ardente à la main. Oh, il y eut force au discours, et le roi dit à messieurs du Parlement que si l'un d'eux était infecté d'hérésie, il n'hésiterait pas à couper le membre gangréné, et que si même un de ses enfants quittait le sentier de la vraie religion, il l'immolerait lui-même. Après quoi, entendez ceci, ami de lait, le cortège était suivi de 6 hérétiques qu'on trinque-ballait dans une charrette, et on les mena en divers endroits où ils furent brûlés vifs. Tiens, Nicolas Valtou, l'enfant et tuilier, furent rôtis à la croix du Trahoir. Jean Dubourg-Roal, Barthélemy Millon à la place de Grève, et Étienne de la Forge au cimetière Saint-Jean. Rôtis, c'est bien, mais on trouve à mieux. Comme on craignait que la peine du feu ne fit pas assez souffrir ces mécréants, on inventa un nouveau supplice au moyen d'une corde et d'une poulie fixée à une potence mobile. Voilà l'image. On éleva les patients à une certaine hauteur, on les laisse retomber dans les flammes, pour les élever encore quelques instants, après on les laisse retomber au milieu du brasier, etc., etc. C'est l'estrapade, mon ami. L'estrapade. Horreur. Et quoi? Le roi approuve ces monstruosités? Le roi, une maîtresse d'école nommée Lacabelle, a été brûlée vive. Tiens, il n'y a pas plus de 8 jours, sur la place de la Huchette. Ah, une petite place plus modeste, mais brûlée vive quand même. Antoine Poilou, maçon, hérétique, eut, avant d'être brûlé comme tout le monde, la langue percée et attachée à sa joue comme cheville de fer. Alors d'autres, je te passe les détails, ont eu le nez arraché, les bras tenaillés, on les a fait ensuite brûler à petit feu. Mais le roi, protecteur de la pensée humaine, père des lettres, oui. Seulement, le 13 janvier 1535, il défendit toute impression de livre dans son royaume. Des adoucissements ont été, il est vrai, apportés à cette ordonnance. Et aujourd'hui, la peine de mort est réservée seulement à quiconque attaque la religion et le gouvernement. Ah, grand roi, bon roi! Tiens, tu es imprimeur, ami de lait. Voilà qui t'intéressera. C'est écrit par un de tes confrères, Henri d'Estienne. Tiens, lis. En matière d'hérésie, on persuade au frère d'accuser le frère, à la femme d'accuser son mari, au mari d'accuser sa femme. Les pères et mères sont induits à déférer leurs enfants,
voire à leur servir de bourreau, à défaut d'autres. Témoignage ne peut être récusé. On promet l'impunité aux accusés pour les faire avouer et on les tue après. D'aucuns, avant de venir dans les mains du bourreau, n'ont plus que demi-vie, sortant des basses fosses où ils ont été combattus par des crapauds et autres bêtes, et souvent en sortent vieux qui y sont entrés jeunes. Et les bienfaisants sont autorisés à donner des aumônes à tous, sauf aux hérétiques, et c'est grand danger que d'en avoir pitié. J'ai le vertige. Il me semble tomber dans un puits sans fond. Basta! Tu l'as vu? Tu l'as vu, le roi. Tu l'as vu passer. Tu l'as trouvé beau, robuste. François Ier, quand même. Hein. Tu n'es point le seul. Il est admiré, envié, et te le dirais-je, aimé. Et après tout, peut-être est-il moins mauvais que d'autres. Seulement, aimant fort les femmes et les fêtes, il a un grand besoin d'argent. Et pour en récolter, il n'est que favoriser la pétraille et la moinerie. Quelques hérétiques, un ou deux imprimeurs, pendus, brûlés. Cela se paye comptant par l'Église, en bon et sonnant écu d'or. Il faut bien vivre, et oui, il faut vivre, il faut mener des trains royaux, et danser, souper, courir les filles, et faire la nique à Charles Quint, courir de Fontainebleau à Saint-Germain, pour de là venir au Louvre, grand roi, grand roi, je dis, grand roi. Et je ne te permets pas de dire le contraire, là-dessus, toi. Point. Tiens-toi le ventre chaud et compte sur le roi. Pour moi, je m'en vais à Rome. Est-ce donc à dire que, selon vous, j'ai eu tort de venir ici et que je n'ai plus qu'à m'en aller, me livrer, sans discuter à mes ennemis de Lyon? En ce cas, mon sort est réglé d'avance. J'avoue que j'avais espéré mieux. Ah, ma part Belzébuth, qui te dit, ami de lait, que pour éviter l'eau, il faut te jeter dans le feu. Le roi, c'est une créature humaine, hein, pétrie de mal, de bien, de vaillance, de lâcheté, de confiance, de trahison. À quelle époque sommes-nous? Quelle est la conjonction des astres? En quelle phase de la lune s'écorne-t-elle? Tout est là, dans la lune. Bien luné, mal luné. Qu'aimer sur le roi, et que fera-t-il demain? Oh, et par Dieu, voilà que notre ami arrive. Bonjour, Clément Marot, voilà qui va nous dire d'où vient souffle le vent. Ah, bonjour, ami de lait. Bonne journée, à noter d'une pierre blanche, puisqu'elle me donne le plaisir de réunir deux amis sous mon toit. Allez, tiens, désaltère-toi, mon ami Marot, et trinque donc avec nous ce petit vin que je te laisse deviner. Bourgogne 1526-27. Ah, bon, on se fera jamais à la dialectique des vins. Alors, continue. Alors, avant tout, ami Marot, qu'est-ce qui t'amène parmi nous? Eh bien, le besoin de vous consulter, docteur. Oh, par ça, êtes-vous malade? Oh, point m'en douterait. Avoir ce teint frais, cet œil brillant, cet embonpoint généreux, la barbe abondante, etc. Cette attitude quasi martiale. Ne me raille point. Ce n'est point le corps qui souffre, mais bien l'intellect. Bah, et pourquoi? Parce qu'il ne peut s'habituer à l'idée fâcheuse de la continuelle alerte où je suis, en danger d'être grillé, comme un fruit mûr par messieurs de l'Inquisition, et servi sur la table de messieurs de la chambre ardente, qui se hâtèrent de la faire cuire à petit ou à grand feu. Quoi, votre sûreté est-elle menacée? Oh, c'est-à-dire que je ne puis faire un pas sans risquer de marcher sur quelques tisons d'enfer, et que par Saint-Jacques, j'ai grand crime de rompre en visière avec ce pari dangereux, et de m'en aller en quelques coins ignorés où au moins on ait quelque chance de vivre la vie
que les seigneurs vous a dévolue. Ne vous créez-vous pas des chimères? Il me semble que vous êtes de longue date assuré de la protection efficace de Marguerite de Valois, sœur du roi, et maintenant de la faveur de François Ier lui-même, qui vous a donné le titre de valet de chambre. Oui, oui, tout cela est bel et bon. Vous êtes jeune, Dolay, et vous croyez encore à la sincérité des gens de cour. Voyez-vous, mon ami, les grands personnages, comme les vents, sont changeants. Des preuves vous ont cependant été données de protection efficace. Oh, certes, certes, sans quoi depuis longtemps j'aurais été rôti comme Arançoret, ainsi que du malheureux Jean le Caturcé. Oui, oui, je m'en suis tiré jusqu'ici, mais en 1526, j'étais accusé d'hérésie et enfermé au Châtelet. Ce fut un ami de Marguerite, Louis Gaillard, évêque de Chartres, qui me tira de bas en se portant caution pour moi. En 1531, le Parlement, de nouveau, allongeait sa griffe vers moi, et ce fut le roi de Navarre qui me sauva. Mais en 1535, nouvel avis d'avoir à comparaître. Cette fois, Monsieur de Montmorency menait l'affaire, et à si grands traits que je levai le pied et dû courir jusqu'au Béarn, et de là à Ferrare. Et encore traqué, je pus revenir en France où l'ignoble Sagon m'attendait pour me couvrir d'injures et d'opprobre. Et le roi prit mon parti, et fit don de la maison grange et jardin. Le tout enclos de murailles et situé non loin d'ici, au faubourg Saint-Germain. Donc là, il me semble que j'ai touché le port. Point, nouveau crime, j'ai traduit les psaumes de David. Oh, d'autant s'accorde à dire que l'œuvre n'est pas défectueuse. Mais il paraît que la Sorbonne s'émeut et me prépare de nouveaux tours à sa façon. Oh, si je vous le dis. Ami Rabelais, je viens vous demander conseil. Faut-il tenir tête à l'orage? Encore une fois, des guerres pires. Et pour ne plus revenir. J'en fais bien serment. Décidément, maître Rabelais, tu n'aimes point la prison. Pour en avoir trop goûté de par Dieu. Y a-t-il une chose immonde qui ressemble mieux à un enfer que le Châtelet? Là, une meute s'attache aux meilleurs et les dévore. Les chiens à la gueule tordue, voire saine, et vous mordent. Gens de justice sont pires que serpents venimeux. Je vois encore ce Rhadamante, juge assis à son aise, les yeux ouverts, les oreilles bien grandes, fier en parler, cauteleux en demande, rébarbatif et brutal. Oh, chers amis, que j'en ai vu martyriser de ces prisonniers. Tant et si bien que j'en ai été en émoi de pitié. Vous avez des témoins. S'ils vous sont favorables, les juges ne veulent les écouter. Qui accuse, au contraire, recevra compliment et pécune, et bientôt chaîne et crochet de faire sonner leur chanson. Ah oui, j'en ai déjà tâté de la justice. J'en ai les doigts gourds. Réfléchissons un peu. Assieds-toi, maître baron. Il ne faut pas que nos peines nous empêchent de considérer celles d'autrui et d'en prendre notre part. Notre ami Dolay est en péril, à mon avis très grand. Mais que ne le disiez pas plus tôt. Vous me laissez parler, pérorer, rhétoriquer, alors que l'ami ne m'a pas encore dit son embarras. Parle, ami Dolay. J'ai si grande reconnaissance d'avoir doctement présidé à la pression de mes œuvres. Je suis tout acquis à ta demande, et je demande qu'à prouver mon zèle. De quoi s'agit-il? J'ai tué en défense, légitime, un peintre à Lyon. Et j'aurais scrupule à te demander un appui, alors que, nous as-tu dit, tu en as grand si besoin toi-même. Basta. Abattu s'il s'agit de moi. Mais je me dresse s'il s'agit des autres. Redis-moi ton affaire, ami. Et je jure Dieu que s'il faut encore une fois affronter l'hydre, je me donnerai le plaisir de lui arracher quelques-unes de ces vilaines têtes. Donc, cher ami, tu as tué un homme. Je me suis défendu. Ah, je le crois. Mais dis-moi cet homme, de près
ou de loin, tient-il à l'église? Point, ce n'est qu'un malandrin, un truand. Ceci n'est pas une réponse, et me fait supposer au contraire qu'il peut bien être de l'église. Tient-il aux ordres de quelque côté? Par aucun. J'en ai la parfaite certitude. Alors, l'affaire n'est pas si grave. Et j'ai quelque espoir. J'en toucherai d'abord deux mots à Madame Marguerite, à qui ton nom n'est pas inconnu. Elle est bonne et sensible. Et si elle ne fait pas plus de bien, c'est parce qu'elle se sent elle-même, quoique princesse, haïe et guettée par l'Église. Mais elle est vaillante, et j'ai foi en elle. Venez demain au Louvre, mon cher Daudet. Un page vous attendra au pied de la grosse tour. Suivez-le. Et le destin fera le reste. Alors, levons nos verres. Levons nos verres ensemble et prenons rendez-vous avec l'éternelle jeunesse de nos livres. Merci.